Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'émission du jeudi 13 janvier 2022. On a une map principalement dans le vert, les crypto-monnaies semblent se reprendre légèrement, vraiment aucun signe ultra bullish pour l'instant. Malgré tout, on a une petite reprise qui s'opère autant sur le Bitcoin que sur les altcoins, puisque nous avons une altcoin dominance dans le vert cette semaine. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la suite? C'est bien trop tôt pour le dire, on est encore en dessous de cette ligne de résistance. Il faudrait avoir des altcoins qui surperforment le Bitcoin avec une clôture au-dessus pour réellement imaginer quelque chose de bullish par la suite. En attendant, on a toujours cette crainte que les altcoins continuent à perdre de la valeur par rapport au Bitcoin pour revenir chercher cette trendline basse. Ce qui pourrait produire tout de même un sacré choc sur le marché avec des altcoins qui pourraient perdre jusqu'à 17% de leur valeur. Donc si on a une altcoin dominance qui perd de la valeur par rapport au Bitcoin, il y a deux scénarios envisageables. Le premier scénario serait de dire que le Bitcoin monte pendant cette période, ce qui voudrait dire que les altcoins pourraient stagner par rapport au dollar également pendant cette période, et un Bitcoin qui monterait en solitaire, là on aurait une altcoin dominance qui descend, mais tout en maintenant un niveau de portefeuille avec votre valeur de portefeuille en dollars qui stagnerait, même qui prendrait de la valeur si vous avez du Bitcoin. Et l'autre possibilité, si l'altcoin dominance crash, et qu'effectivement on ait un Bitcoin qui continue à descendre, et des altcoins qui descendent encore plus par rapport au dollar. Et là, vous verriez quelque chose de très très négatif sur votre portefeuille si ce deuxième scénario se produit. Aujourd'hui, au programme, on va reprendre le portefeuille fictif que l'on établit ensemble depuis un an avec plusieurs paliers d'achat en fonction du prix des crypto-monnaies pour essayer de trouver les prix les plus intéressants. C'est un portefeuille que l'on avait commencé avec 10 000 € à la base. On a établi plusieurs paliers sur ces 10 crypto-monnaies et le portefeuille vaut aujourd'hui 28 000 €. Donc il a quand même une performance de 180% de ROI avec 18 000 € de gains. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est ajouter 3 crypto-monnaies à ce portefeuille que l'on va pouvoir acheter avec d'autres crypto-monnaies que l'on possède déjà. Et nous avons encore 1000 € disponibles, donc pourquoi pas les utiliser, 1000 USDT, excusez-moi. J'ai sélectionné pour ce portefeuille 3 tokens qui concernent le secteur du Web 3. Donc selon moi, en fait, le Web 3, c'est vraiment quelque chose d'avenir qui sera utilisé par tout le monde dans les années qui viennent. En tout cas, je spécule sur cela, et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est un domaine sur lequel les crypto-monnaies concernées n'ont pas encore forcément énormément performé, et elles pourraient le faire à l'avenir. Il y a eu l'euphorie sur la DeFi en premier lieu, ensuite sur les NFT, ensuite sur les tokens liés au métaverse. On pourrait avoir une euphorie également dans ce secteur. Peut-être en 2022, peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce sur quoi on spécule lorsqu'on investit dans ces tokens que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ça nous permet aussi d'avoir un portefeuille assez diversifié avec des tokens qui concernent à la fois ici les jeux vidéo, les NFT, les tokens ici qui concernent la DeFi simple et pure. On a également des tokens liés à des smart contracts comme Ether, IGLD, le DOT, etc. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. On a Monero également qui est un privacy coin. Donc on a pas mal de secteurs qui sont couverts. C'est un peu l'idée lorsque l'on crée un portefeuille, c'est d'avoir pas mal de tokens dans des secteurs différents. Au cas où s'il y a une euphorie sur l'un et pas l'autre, que l'on puisse tout de même en profiter. Alors avant de vous passer l'introduction et d'enchaîner avec tous ces sujets, et notamment le portefeuille fictif qu'on va implémenter de ces nouveaux tokens, je retourne sur le Bitcoin et on va regarder rapidement cela. On voit qu'on est tout de même sur cette ligne de support, même si on l'a cassé par le bas avec la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. On est tout de même dans cette zone de support. On pourrait réintégrer ce canal courant de la semaine ou la semaine prochaine, ce qui indiquerait finalement que ça pourrait être un fake out, c'est-à-dire une cassure baissière finalement qui n'en est pas réellement une, puisqu'elle est réintégrée juste après. En tout cas, c'est ce à quoi je pourrais m'attendre ici. C'est un phénomène que l'on observe assez régulièrement sur le marché puisque ça suscite un doute global et ça contredit finalement les analyses techniques d'une certaine façon, et c'est vrai que c'est assez dangereux, c'est quelque chose que l'on n'aime pas finalement à voir à l'écran puisque ça nous met vraiment le doute, autant à moi qu'à vous, c'est vrai. Mais regardez, si on positionne également cette ligne de tendance de cette façon, on observe cette fois-ci qu'on a ici la mèche basse qui touche pile poil cette ligne, et regardez, cette fois-ci on est pile poil sur la clôture du corps de chandelle. On peut vraiment estimer qu'on est encore dans cette zone de support, en tout cas c'est mon avis, voilà. Certains traders ou certaines personnes pourraient attendre une deuxième bougie rouge pour confirmer la première finalement. D'autres estiment qu'une cassure est vraiment effective à partir d'un certain pourcentage de baisse. Si l'on regarde de façon très précise cette ligne horizontale et la clôture ici, nous sommes environ 2,5% de baisse en dessous. Donc une cassure de 2,5%. Vous voyez, donc il y a plusieurs critères à prendre en compte. Chacun fait un petit peu sa propre idée des choses et il n'y a pas de solution exacte. Mais clairement, selon moi, si on se met sur une zone un peu étendue et qu'on regarde le graphique sur du long terme, on peut estimer que nous sommes toujours sur ce point de support, malgré le fait que nous l'ayons cassé de façon très faible en hebdomadaire.
J'enchaîne avec le Crypto Fear and Greed qui nous indique des choses assez intéressantes sur ce graphique que l'on observe sur cette dernière année. Donc par exemple, regardez ici, nous étions au mois de février 2021, donc c'était l'euphorie en février 2021, c'était, regardez, décembre, janvier, février, nous étions à peu près par ici, voilà, c'était cette zone-là. Donc le Bitcoin venait de prendre, si on reprend par rapport au mois d'octobre 2020, donc février 2021, nous avions déjà fait 300%. Effectivement, le Crypto Fear and Greed indiquait une euphorie. Nous étions sur les 91, etc. Donc ensuite, il s'est stabilisé jusqu'à ce que l'on touche un sommet finalement en mai. Avant, donc sur le Bitcoin, il y a eu un sommet ici au mois d'avril. Et derrière, regardez, on a eu cette grosse chute. Et là, on a pu observer que le Crypto Fear and Greed s'est plafonné sur un point bas sur les 10 à plusieurs reprises. Une fois, deux fois ici, trois fois, quatre fois. Donc lorsque nous avons touché les 10, la première fois, c'était le 24 mai. Ensuite, je vais prendre celle-ci par exemple. 24 mai, 22 juin et 22 juillet. Donc c'est vraiment à un mois d'intervalle à chaque fois. Donc je regarde, 24 mai c'était ici, donc 22 juin c'était ici, sur cette mèche d'excès là, regardez, on a à nouveau touché les 10 sur le Crypto Fear and Greed, et un mois après, donc en juillet, pareil, c'était sur cette mèche. En fait c'est sur ces trois mèches que nous avions touché un Crypto Fear and Greed à 10, vous voyez. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'est repris avec le Crypto Fear and Greed qui également lui est remonté, regardez, aux alentours du 27 août ici, donc aux alentours des 79, sans dépasser les précédents sommets qui étaient vraiment extrêmes au niveau des 95 début 2021. Derrière, on revient chercher un point bas sur le Crypto Fear and Greed parce que le Bitcoin a perdu ces 2 derniers mois, vous le savez, ici environ 42% de mèche à mèche, de 42% de sa valeur. Et aujourd'hui, on a un Crypto Fear and Greed qui, regardez, sur une mèche, a touché également les 10. Alors, comme on l'a vu ici précédemment, on peut rester bas assez longtemps. On peut imaginer un Bitcoin qui finalement, regardez, vienne faire plusieurs mèches basses à plusieurs reprises, un peu comme c'était le cas, que ça stabilise ici pendant peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui sait un mois et demi, avec un Bitcoin qui, regardez, met le doute à tout le monde, avec des grosses mèches basses consécutives, un Crypto Fear and Greed qui, de la même façon, vient chercher les 10, qui semble être finalement, alors c'est pas un graphique, on peut pas faire d'analyse technique sur le Crypto Fear and Greed, mais ça reste, voilà, une ligne qui est bien soutenue, en tout cas, les 10 de Crypto Fear and Greed, on a l'impression que l'on ne va pas plus bas, ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver. Mais là, sur ce graphique qu'on voit sur cette dernière année, pendant cette phase de bull run, ça n'est pas arrivé. Donc si on estime que le bull run n'est pas terminé, on pourrait en conclure qu'effectivement les niveaux actuels sont vraiment très pertinents pour investir. Sur le Bitcoin comme sur les altcoins, sur les crypto-monnaies en général. Malgré le fait qu'on ait une altcoin dominance très élevée, c'est vrai que je pense que pour quelqu'un qui vient d'arriver sur le marché, je dirais que ça pourrait être peut-être plus intéressant d'investir dans un premier temps sur le Bitcoin et d'attendre pourquoi pas des petits retracements sur l'altcoin dominance pour changer ses Bitcoins contre des altcoins à ce moment-là, vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller mettre son argent à 95% dans les altcoins, quand on regarde ce graphique, on se dit que c'est une erreur en fait, voilà. Parce que nous sommes sur l'altcoin dominance très très haut. Voilà, donc c'est aussi les questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, si je veux investir dans les cryptos, c'est plus intéressant de le faire dans le Bitcoin ou dans les altcoins? En fait, ce graphique vous donne plus ou moins la réponse. On voit qu'on est très haut sur l'altcoin dominance, un point de résistance qui n'est pas cassé, donc pourquoi pas essayer d'abord d'avoir du Bitcoin pour acheter des altcoins par la suite. D'autant plus qu'on est sur un niveau pertinent sur le Bitcoin, vous voyez. Mais après, vous pouvez raisonner également en risque. C'est-à-dire que là, lorsque vous allez acheter des altcoins, vous risquez de perdre donc 17% par rapport au Bitcoin. Alors que si l'on vient clôturer au-dessus, admettons, vous avez acheté que du Bitcoin, vous dites mince, j'ai raté cette opportunité, je pensais que c'était plus intéressant d'avoir du Bitcoin. En fait, c'est pas le cas parce qu'on voit des altcoins qui performent et qui clôturent pour avoir une confirmation haussière, pour une poursuite haussière. Eh bien là, à ce moment-là, tant pis, vous allez accepter vos 3% de perte, mais vous allez avoir évité les 17% ici. Donc, qu'est-ce qui est le plus risqué en fait? C'est toujours la question qu'on se pose au final, c'est d'essayer de prendre le moins de risques possible. Lorsqu'on essaye de faire des investissements, on regarde les différents investissements qu'on peut faire et on essaye d'identifier celui qui est le moins risqué. C'est la raison pour laquelle on n'achète pas sur des sommets. Acheter sur un sommet, après une euphorie telle, c'est beaucoup plus risqué que d'acheter après un retracement de 50% sur le Bitcoin, vous voyez. Et le risque que l'on prend, on arrive beaucoup mieux à le déterminer lorsqu'on a un graphique sous les yeux en fait. Ça parle de soi un graphique. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'avoir des connaissances techniques poussées pour directement essayer d'identifier les niveaux intéressants pour acheter et les niveaux intéressants pour vendre. Voilà. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est s'amuser à faire du trading, même sur une semaine ou sur une journée. Essayer d'acheter le matin pour revendre le soir en étant en profit,
Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à faire, hein. Je me suis essayé à de nombreuses reprises et c'est une vraie galère, hein. C'est une vraie galère de maintenir un portefeuille à flot en positif en faisant du trading journalier. Donc c'est pas l'objectif de cette chaîne. On est plus sur de l'investissement long terme, des graphiques long terme, en essayant d'analyser des cycles et de la psychologie de marché également. Voilà, c'est un peu l'idée de la chaîne. Si le contenu de la chaîne vous plaît, pensez à l'abonnement, au like. Moi je vous dis à tout de suite, je vous passe la petite introduction. Alors parmi les 3 tokens que je vais vous présenter, il y en a 2 finalement qui concernent le Web3 et l'autre qui concerne la traçabilité, parce que en fait finalement je me suis relu et j'ai cru que j'en avais sélectionné 3 sur le sujet et le secteur du Web3, mais ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Sachez également que je les ai sélectionnés sur plusieurs critères. Le premier concerne leur prix, qui est assez intéressant sur les niveaux actuels, et le deuxième critère concerne le projet en lui-même, qui, selon moi, est à potentiel assez élevé. On va commencer du coup avec Aleph. Aleph, c'est donc le nom d'une crypto-monnaie, mais c'est également un projet, aleph.im. On va aller sur le site internet et je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. La première chose à savoir et qui est très importante, c'est que Aleph, c'est pas une blockchain à proprement parler. C'est-à-dire que le token Aleph est donc disponible sur le réseau d'Ether et également sur la Binance Smart Chain. Vous voyez ici sur MetaMask. Mais vous allez pouvoir considérer ça plutôt comme un écosystème avec des nœuds de réseau. Pour pouvoir avoir un nœud, il va falloir posséder énormément d'Aleph, donc ça ne va pas être donné à tout le monde. Par contre, il y a également la possibilité de déléguer ces tokens à une personne qui a un nœud du réseau, donc, et vous allez être récompensé donc en pourcentage de votre contribution. Si par exemple sur le nœud il y a 200 000 tokens Aleph et que vous en avez une centaine, eh bien vous allez avoir un tout petit pourcentage des récompenses du nœud. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur l'ensemble des blockchains de façon générale. Il y a les personnes qui valident et qui vérifient le réseau, l'état du réseau à chaque instant et qui valident les transactions et qui établissent un consensus avec les autres nœuds. Et il y a ceux qui délèguent leurs tokens puisqu'ils ne veulent pas se lancer là-dedans. Il faut quand même avoir un ordinateur, une machine qui tourne H24. Il faut s'y connaître un petit peu en informatique, faire tourner des choses sur son PC, etc. C'est pas non plus donné à tout le monde. Et donc il y a aussi des personnes qui délèguent leurs tokens pour profiter de ces récompenses quotidienne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, les personnes qui vont avoir des nœuds, donc sur le réseau d'Aleph, eh bien, ça va être des nœuds avec des machines qui vont posséder énormément de stockage. Parce que l'idée, c'est de stocker des données. C'est vraiment ça, l'idée principale. C'est comme ça qu'on peut avoir un Web3 fonctionnel. C'est en stockant des données. À partir du moment où on arrive à avoir un stockage qui est complètement décentralisé, on arrive à résoudre ce problème principal. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez sur Internet et que vous allez entrer des identifiants, vous allez avoir vos identifiants, vos données qui sont stockées sur un serveur précis qui appartient probablement à une entreprise et sur laquelle finalement il n'y a rien de crypté, où cette entreprise-là peut y avoir accès, peut-être même revendre les données ou des choses comme ça. L'idée derrière le Web3, c'est également d'avoir tout le stockage derrière des sites web qui seraient décentralisé. Ça peut prendre des dizaines d'années à se faire, Je dis pas que ça va se passer comme ça du jour au lendemain. Mais imaginez vous vous connectez à Facebook, finalement les identifiants que vous allez inscrire, finalement Facebook ne les possède pas, ils sont complètement cryptés, il n'y a que vous qui les connaissez. Vous voyez, que vous allez vous envoyer des photos également sur Facebook, sur Google Drive, des choses comme ça, que les photos soient complètement sur un cloud décentralisé. Alors comment ça marche ? En fait, vos photos seront stockées sur plein d'ordinateurs dans le monde entier, et donc ces personnes qui auront vos photos pourront pas y avoir accès parce qu'elles seront cryptées sur leur espace de stockage que ces personnes-là veulent bien vous consacrer, et en fait ces personnes-là qui hébergent finalement les documents des autres et les données des autres, vont être rémunérées ici dans cet exemple le token Aleph pour pouvoir le faire. C'est comme ça que le réseau fonctionne en fait. Mais l'idée derrière Aleph, c'est pas uniquement ce que je viens de citer, c'est aussi principalement pour les entreprises. Une entreprise qui souhaite développer un site web, peut-être que plutôt que de passer par AWS pour héberger son site web ou par exemple OVH, il va peut-être pouvoir passer par Aleph, parce qu'en fait toutes ces données, les données de son site pourront être stockées dessus, il sera hébergé dessus, en fait c'est ça l'idée principale, et ça va lui coûter beaucoup moins cher. Donc ça sera également avantageux pour les entreprises de passer par un réseau comme celui-ci, d'autant plus que peut-être qu'à l'avenir on aura des pages web un petit peu différentes où l'utilisateur saura que directement il est sur le Web 3, peut-être que ça va les rassurer et que de façon naturelle en fait on va dériver vers le Web 3 parce que ça sera finalement ce que les utilisateurs rechercheront à l'avenir.
Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a des entreprises qui commencent à comprendre un peu comment tout cela fonctionne et commencent à s'investir là-dedans. Ubisoft, par exemple, ont décidé d'acheter assez d'Aleph pour pouvoir gérer un nœud du réseau finalement sur Aleph. Voilà, le réseau cross-chain, vous voyez, comme je le disais, c'est pas une blockchain à part entière, mais ça opère sur toutes les blockchains en même temps. Voilà, donc ils vont maintenant valider les transactions Ubisoft. Et on a le patron d'Ubisoft qui indique, voilà, au-delà des NFT eux-mêmes, le stockage décentralisé de leurs métadonnées nous apparaît comme un facteur déterminant pour remplir toute la promesse d'une véritable propriété. Dans cette perspective, l'exploration des services offerts par le réseau décentralisé Aleph est particulièrement prometteuse. Voilà, donc c'est un petit peu le résumé finalement de ce que j'expliquais avant. Sur les projets blockchain en général, il y a aussi pas mal de choses qui sont pas encore complètement décentralisées. Regardez l'exemple de DYDX, donc c'est le protocole, il y a eu un problème avec AWS et finalement le site ne fonctionnait plus. Donc ici on a beau être sur un protocole qui est complètement décentralisé, vous allez faire des transactions directement sur la blockchain, etc., avec des wallets, etc. Si le site, le corps même du site est hébergé sur AWS, il suffit qu'il y ait un problème avec ce dernier, et puis voilà, finalement ça ne fonctionne plus. Donc si peut-être à l'avenir DYDX passait par un protocole comme par exemple celui d'Aleph, il y en a probablement d'autres, peut-être qu'ils pourraient résoudre ce problème. Et j'ai lu un peu leur roadmap, et c'est effectivement ce qu'ils veulent faire pour cette année 2022. Après ce problème-là, ils essayent effectivement de trouver des solutions pour le résoudre. Alors c'est peut-être même quelque chose qu'ils avaient prévu et anticipé depuis bien longtemps, mais c'est juste qu'on arrive à des solutions qui sont de plus en plus fonctionnelles, également grâce à Aleph, pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Par exemple, il y a des jeux aussi sur la blockchain où vous allez pouvoir posséder des NFT, mais qui sont pas complètement décentralisés. Vous avez des NFT, des fois vous avez simplement la signature identitaire du NFT sur votre portefeuille. Vous allez aller sur, par exemple, je sais pas quel est votre portefeuille, vous allez aller dessus, vous allez voir vos NFT, mais malgré tout, peut-être que le design, le dessin qui est derrière, finalement le jeu vidéo en lui-même, même peut-être, est sur un serveur centralisé. Voilà, enfin bref, ce que je veux dire c'est que c'est pas encore full opérationnel même dans les projets crypto et c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est un projet d'avenir, Aleph. Alors si on retourne sur son graphique, on va se mettre sur Max, on voit qu'on est quasiment sur un ATH, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir sur Aleph, on le voit ici, mais on a une structure assez propre, on pourrait se dessiner, je vais aller y jeter un œil sur TradingView juste après. Ça va pas m'empêcher d'en acheter pour le portefeuille fictif, malgré le prix qui est assez élevé. En plus c'est con parce que je regardais en début d'émission, je crois qu'on était plus bas sur le prix, mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Après vous, pour votre portefeuille personnel, c'est à vous de voir si vous pensez que c'est un prix intéressant. Là ici, on a son historique assez intéressant, donc le 7 septembre 2020, on n'a pas non plus énormément d'historique, mais voilà. On voit que son prix, c'est probablement pas non plus la chose la plus intéressante du siècle en ce moment. Ça m'a pas empêché d'en acheter pour mon portefeuille personnel et je vais en acheter même dès maintenant sur le portefeuille fictif en petite quantité. On rechargera justement, on va se mettre des paliers pour l'avenir. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais sélectionné des tokens qui ont des prix intéressants. Alors c'est valable pour les deux prochains, mais pour celui-ci en fait c'est pas trop le cas. Mais c'est pas grave. Je vais du coup passer en droite. Voilà, donc vous voyez on a une sorte finalement de résistance que l'on pouvait positionner comme ça, finalement qu'on a cassé par le haut. Donc un des points pertinents sur lequel vous pourriez acquérir du LF, ça serait le retour de cette ligne de tendance. Est-ce que ça va se produire? Je n'en ai aucune idée, mais les 65 centimes pourraient être pertinents. Aujourd'hui il vaut 75 centimes, voilà le token. Je vais retourner sur le portefeuille fictif et on va établir un achat. Sachez au passage que ce portefeuille, je vous le partage bien sûr sur la chaîne. Ça permet en fait, c'est un portefeuille que j'ai créé qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous allez pouvoir en ajouter tant que vous voulez au passage. Je vous fais cette petite aparté. Vous pouvez, pour ceux qui connaissent déjà, aller au chapitre suivant. Pour les autres, ça peut vous intéresser. Par exemple, j'ajoute Mana, automatiquement on a son prix en dollars, en euros. Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 crypto-monnaies. Une fois que c'est fait, vous allez avoir tous les tokens qui apparaissent sur cet onglet également. Donc là, le Mana vient d'apparaître. Et vous allez dire, voilà, sur cette plateforme, donc par exemple, vous allez renommer ici Binance, Coinbase, Crypto.com. Vous allez dire, j'ai 10 Mana ici, j'ai 20 Mana ici, etc., etc. Vous allez faire ça en fonction des Mana que vous possédez sur les plateformes que vous avez. Et derrière, quand vous allez remplir toutes vos crypto-monnaies, tout ce que vous possédez sur toutes vos plateformes, eh bien vous allez connaître combien vous en avez, vu que les prix sont récupérés en temps réel. Vous savez exactement combien vous en avez en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport au portefeuille total. Et ça va comparer ça avec ce que vous avez investi au départ, ça vous dit vos gains, votre ROI, etc. Vous avez même les graphiques de répartition, tout simplement. Et il y a un onglet qui va vous permettre d'entrer tous vos achats et toutes vos ventes par rapport à l'euro. Et ça, en fait, ça va vous permettre de calculer la plus-value et ou la moins-value, en fait, en fonction.
si vous êtes en gain, ça sera une plus-value. Ça permettra pour vous d'être plutôt prêt pour la déclaration d'imposition. Si par exemple vous vendez à telle date, vous allez dire je revends 2000 euros, je récupère 2000 euros en vendant des crypto-monnaies. Ce jour-là, mon portefeuille vaut 28 567. Vous voyez, c'est inscrit en haut. Vous inscrivez le montant. Et en fait, grâce à la valeur du portefeuille actuel au moment de la cession, vous connaissez la plus-value. Et ça, ce sont les informations qu'il y a à remplir sur la feuille d'imposition. Donc c'est une aide vraiment pour vos impositions. Moi, je calcule ici simplement une plus-value. Et ça dépend des données que vous allez entrer sur votre tableau. Ça ne remplace pas la nécessité de faire appel à un avocat fiscaliste si nécessaire, mais ça vous aide pour vos déclarations. La dernière chose à savoir, c'est que pour obtenir ce tableau, il vous faut simplement aller dans la description de la vidéo du jour, en cliquant sur le titre ou bien sur le plus, si vous êtes sur ordinateur, et vous allez avoir le lien du site de CryptOrganize pour effectuer une donation pour obtenir le tableau. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire de façon très simple sur ce portefeuille fictif, c'est revendre de l'Ether pour acheter du coup la crypto-monnaie en question, qui est donc Aleph. Je marque Aleph ici déjà pour récupérer son prix en temps réel, c'est l'utilité du tableau, vous l'avez compris. Donc j'ajoute Aleph, voilà, ça c'est bon, donc il vaut 76 centimes, c'est ce que l'on a vu juste avant. Et on va s'amuser du coup à vendre de l'Ether. Je vais faire une simulation, je vais pas le faire réellement, vous avez compris le principe. Donc là je vais supprimer en fait, parce que ça je l'avais fait pour l'exemple, je vais du coup supprimer et simplement mettre Aleph, ça sert à rien qu'il y ait le mana, puisqu'il n'y en a pas sur ce portefeuille fictif. Voilà, je retourne ici, donc Aleph va s'afficher, donc on va dire que on va vendre de l'Ether pour acheter de l'Aleph. On va faire ça à hauteur de environ 500 euros, parce que, regardez, on a beaucoup d'Ether ici, 38% du portefeuille, ça représente, donc s'il y a un token que je dois vendre, ça pourrait être soit Ether, soit IGLD, soit UOS. Moi, je vais choisir l'Ether ici puisqu'il représente beaucoup trop par rapport au portefeuille total. Alors, je vais partir sur 500 euros parce qu'on l'a vu sur le graphique. Je suppose que potentiellement on pourrait aller plus bas. Donc, je préfère me garder mes Ethers effectivement pour acheter de l'Aleph plus bas, notamment si on revient sur des niveaux plus bas. Regardez, si je reprends un Fibo qui récupère l'entièreté de cette hausse, un retour sur le niveau des 35 centimes, c'est possible, ou même des 25 centimes. Après, il faudrait voir son cours par rapport à l'Ether pour faire ça bien. Mais là, c'est pour l'exemple par rapport au dollar déjà. Même si je l'achète avec de l'Ether, c'est pas grave. Donc 500 euros d'Aleph, on va faire donc le prix là, c'est 0,76, alors c'est 500 divisé par 0,7604. Donc effectivement, je vais avoir 657 tokens Aleph. Donc je retourne sur le portefeuille fictif, on va mettre 657. Voilà, donc je vais faire la même chose du coup avec l'Ether, de façon très simple, 500 divisé par 3385. Je dois retirer 0,1477 Ether. Donc je reprends mon chiffre ici et je vais faire 0, voilà, 1477. Et là, il faut que je mette égal pour vraiment faire la soustraction. Voilà, donc j'ai modifié mon solde Ether, j'ai rajouté mes Aleph, mon portefeuille vaut la même chose puisque c'est une simple transaction que j'ai simulée. Voilà, il y a maintenant 36% d'Ether et 2% de Aleph supplémentaires. Je pense qu'on essaiera sur la chaîne au fur et à mesure d'identifier des paliers parce que c'est un token, je pense, qui pourrait être intéressant d'avoir, notamment sur ce portefeuille fictif. On va passer maintenant au deuxième token que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du token LPT, donc Live Peer. Donc là, on va aller voir un peu sur quelle blockchain il est. Il est sur Harmony et Ether. On va d'abord parler rapidement du projet avant de se pencher sur le graphique de la même façon. Je vais faire ça un petit peu plus rapidement que pour Aleph. Alors ils ont une page qui est assez bien faite et qui est assez imagée, qui explique bien le fonctionnement du protocole. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. L'idée en fait c'est de transcrire facilement et de façon décentralisée. C'est un peu le principe du Web3, c'est que ça reste tout décentralisé, tout ce qui est vidéo de streaming. Donc aujourd'hui ils expliquent que 80% du trafic sur Internet concerne les vidéos en streaming, ce qui est assez logique puisque les vidéos c'est quelque chose d'assez lourd et beaucoup de personnes utilisent Internet pour regarder des vidéos. Donc aujourd'hui quand vous êtes sur YouTube comme l'endroit où je diffuse ma vidéo actuellement ou peut-être si vous regardez des vidéos de façon générale sur Internet, vous êtes probablement sur des choses qui sont complètement centralisées bien sûr. Et l'idée ici c'est de pouvoir réduire considérablement les coûts. Ils expliquent par un facteur 50. Et aujourd'hui par exemple, pour une personne qui souhaiterait donc proposer du streaming avec des vidéos en streaming sur son site web et qui doit héberger tout ça et qui utilise par exemple les services d'Amazon, ça va lui coûter 3$ pour 1 heure de stream, donc 3$ sur le cloud d'Amazon.
L'idée derrière ce projet, c'est d'utiliser un service décentralisé pour transcrire les vidéos et ça permettrait d'avoir des frais bien moins importants. Alors ils expliquent que pour ça, ils ont un système donc de peer-to-peer qui va interagir avec un marketplace qui est sécurisé sur la blockchain d'Ethereum. Donc c'est un projet qui a été développé grâce aux outils qu'offre l'écosystème d'Ethereum. Alors pour qui est-ce que l'AFPIR ça peut être utile? Il parle ici en fait que ça peut être utile à tout le monde, hein. Les développeurs, donc les personnes qui vont directement coder, ils vont utiliser les outils que l'AFPIR offre pour pouvoir transcrire leurs vidéos sur leur site par exemple. Les utilisateurs, vous et moi par exemple, qui consommons des vidéos sur YouTube. Broadcasters, par exemple, ils expliquent que Twitter pourrait utiliser ce service pour réduire de façon exponentielle leurs frais. Derrière, le protocole fonctionne comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a les personnes, les nœuds du réseau qui ici ils appellent les orchestrateurs, et les délégateurs qui sont finalement vous et moi et qui détenons du token. Vous allez pouvoir les confier aux nœuds du réseau, les déléguer en fait aux nœuds du réseau. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le même fonctionnement. Donc ici pour participer au réseau et avoir un nœud, il faut que vous ayez une machine, il faut que vous y connaissiez un peu en code, etc. C'est toujours pareil. Vous allez utiliser les ressources de votre ordinateur. Donc là, il ne va pas forcément y avoir de mémoire derrière. C'est pas comme pour Aleph. Là, ça va être simplement des ressources de puissance informatique pour pouvoir transformer et transcoder les vidéos sur le format correspondant, le format qu'il faut pour les diffuser sur les sites internet. Et vous allez, en faisant ça, vous allez être récompensé en Ether ou un stablecoin, ils disent par exemple le DAI. Pour pouvoir posséder un nœud du réseau, il faut que vous déteniez du LPT. D'où également le système de délégation. Vous pouvez déléguer vos LPT aux personnes qui gèrent le réseau, c'est le principe. Ils expliquent ensuite des choses que j'ai expliquées déjà pour Aleph. Ensuite, ils parlent des délégateurs, pareil, hein, donc ils vont avoir des récompenses en fonction du nombre de LPT qu'ils auront confiés au nœud du réseau. C'est toujours important lorsque vous déléguez des tokens de façon générale de faire confiance au nœud sur lequel vous allez les déléguer. Par exemple, pour ma part, pour le réseau d'IGLD, j'ai délégué des IGLD à Just Mining parce que c'est détenu par Hasher. Je fais confiance, je sais qu'ils vont pas tricher. De toute façon, ça sert à rien de tricher parce qu'après on est pénalisé finalement lorsque l'on triche sur les consensus, on est pénalisé et on perd des tokens. Donc effectivement, il n'y a aucun intérêt pour la personne qui gère le nœud de le faire, hein, bien sûr. Donc, mais tout de même, il faut garder en tête que vous pouvez perdre vos tokens lorsque vous les déléguez. Il faut vraiment faire confiance à la personne à qui vous allez déléguer ces tokens. Ils parlent ensuite de l'inflation, ils expliquent que si plus de 50% des tokens sont stackés, effectivement pour participer au réseau, eh bien il y en aura un peu moins qui seront émis. Si moins de 50%, il y a moins de 50% de participation, ils vont émettre plus de tokens. Ça va inciter les gens à stacker finalement. Et aujourd'hui, voilà, on est sur 50,05% de participation. Donc ça amène finalement ce chiffre de participation vers les 50%. Donc à partir de là, on est sur un réseau qui est assez sécurisé puisqu'on a énormément de tokens qui sont stackés pour participer au réseau. Voilà, donc j'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire, vous avez compris un peu le principe, c'est tout un système décentralisé qui permet de transcoder les vidéos tout simplement qui sont streamées sur internet. Donc pour être plus précis, ils offrent tout un panel d'outils pour les développeurs pour qu'ils puissent le faire sur leur propre projet. C'est un protocole, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On va aller voir maintenant son cours, on va revenir dessus. Alors, LPT USD, est-ce qu'on arrivera à trouver un graphique pertinent? On voit qu'il a l'air d'être listé sur pas mal d'échanges quand même, donc c'est une crypto-monnaie que je ne connaissais pas encore hier, hein, que j'ai découvert aujourd'hui. Je fais des recherches chaque fois pour les émissions, et effectivement je vois qu'elle est 117e, donc elle est assez bien classée. Elle a pas mal retracé, après ses performances assez extrêmes qu'elle a eu, regardez, elle a touché les 104 $ ici, c'était au mois de novembre 2021. Derrière, on a un retracement qui s'opère pour revenir aux alentours des 38 $, on a méché plusieurs fois sur les 32 $, donc cette fois-ci, contrairement à Aleph, on est plutôt bas sur le cours, avec un prix qui se stabilise dans la zone de rechargement. Avec en plus de ça, si on s'amuse à zoomer en daily sur le graphique, on peut voir une sorte de stabilisation et pourquoi pas imaginer une sorte de W qui pourrait se créer. Donc je ne sais pas si ça va se passer de cette façon-là, mais en tout cas, on est sur des niveaux intéressants pour investir. Voilà, donc c'est la conclusion et justement, on va en acquérir pour le portefeuille fictif. Alors de la même façon, je vais convertir pour avoir 2%, pareil, je vais convertir 500 $ d'Ether pour les transformer en LPT. Donc ici je marque déjà le nom de la crypto, on va voir si
le tableau le trouve. Je sais que moi j'ai une base de données énorme et que je viens récupérer quasiment toutes les crypto-monnaies. Je vois qu'elle est disponible, vu qu'elle est 117e, c'est vrai que de toute façon elle est pas très loin dans le classement. Vous voyez sur le tableau que j'ai créé, il y a un petit SN, ça indique simplement que j'ai pas rentré de quantité. Donc quand vous avez plein de cryptos, ça vous permet directement sur le tableau de voir lorsque vous avez des cryptos que vous ne possédez pas. Vous pouvez même supprimer du coup celles que vous n'avez pas de cette façon. Donc voilà, j'ai rajouté LPT. On va aller sur ici cet onglet pour rajouter les quantités que l'on possède. On a dit que la crypto valait 38 dollars, il me semble. On va aller voir son cours, 38,95. Donc cette fois-ci, je vais faire différemment. Ici, je vais marquer directement égal à 500. Et je vais diviser ça, voilà, par directement, je vais aller sur ajout des coins et le prix de la crypto. Voilà, hop, je sais combien je vais en acheter et je fais pareil avec l'Ether. Donc je fais 500. Là, je fais ce calcul pour savoir finalement combien ça représente 500 dollars d'Ether et combien ça représente 500 dollars de LPT. Et ça me permet finalement, du coup, de façon très simple, de faire ma transaction de façon fictive. Voilà, donc 3400 dollars. Donc cette fois-ci, je vais retirer ça, donc 0,146935. Donc ici, je vais faire moins 0,146935. Voilà. Et sur LPT, je rajoute 12,86. 12,86. Voilà. Comme ceci, j'ai effectué ma transaction. On va maintenant aller voir la dernière crypto dont je voulais vous parler aujourd'hui, que je vais ajouter sur ce portefeuille fictif. Et il s'agit de VeChain. Alors peut-être que certains d'entre vous vont être déçus parce que c'est pas une crypto-monnaie que vous allez probablement découvrir. C'est une crypto-monnaie assez connue dont on parle sur la chaîne en plus depuis déjà longtemps. Simplement il n'y avait pas dans le portefeuille fictif de ce token. Et en plus de ça, on est aujourd'hui revenu sur des prix très intéressants. Regardez, je mets max ici, vous le voyez sur le graphique. On est revenu sur un niveau de prix intéressant à l'image de LPT. On est peut-être sur un W qui pourrait se former. On est sur des niveaux de prix assez bas. Donc acheter aujourd'hui du VeChain, du VET à 8 centimes, ça me semble intéressant. Mais je vais quand même vous faire une petite aparté sur les utilités du token. Je suis allé sur le white paper, j'ai lu un petit peu leur technologie. Il faut savoir qu'ils fonctionnent en proof of authority, ça veut dire que c'est pas du proof of work ni du proof of stake et que c'est quand même vachement plus centralisé. Malgré tout, ça reste quelque chose d'utilisé parce que ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus scalable, de beaucoup plus rapide. On nuit un petit peu à la décentralisation en passant par du proof of authority. En revanche, on a une blockchain qui est beaucoup plus facile à utiliser avec des frais très 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 faibles. Ils ont même créé donc un token, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce token VTHO. Je peux aller le voir avec vous ici. VTHO, il est distribué automatiquement aux holders de VET et ça permet aux gens finalement de payer les frais de transaction sur le réseau. Donc en fait, ils font en sorte que vraiment les frais de transaction soient gratuits sur VeChain, puisqu'ils vous offrent les tokens qui permettent de payer les frais. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Mais on reste sur un système de consensus qui est la preuve d'autorité. Donc pour vous définir un peu ça, imaginez qu'en fait les nœuds du réseau sont des personnes qui sont, on va dire, définies à l'avance, on va dire, et qui doivent vérifier leur identité. Donc on sait qui ils sont, vraiment, on sait vraiment qui ils sont. Contrairement au proof of work, moi demain je veux miner du Bitcoin, je vais pouvoir faire ça avec mon PC, personne ne va connaître mon identité. Là le proof of authority, en fait, ces personnes sont censées agir correctement sur la blockchain et donc être honnêtes parce que tout le monde sait qui ils sont, et donc s'ils font quelque chose de malhonnête, tout le monde saura quelles sont ces personnes, et raison pour laquelle finalement leur réputation sera en jeu. Voilà. Donc c'est un peu l'idée générale, je vais pas rentrer dans les détails, j'avais lu toute cette page, mais voilà, il faut comprendre qu'on est sur un consensus plus centralisé que les autres, et ça reste le gros point négatif, mais ça nous permet d'avoir une blockchain beaucoup plus scalable. Et c'est ce que VeChain a besoin pour leur projet, d'avoir quelque chose de ultra scalable, puisque ça concerne tout ce qui est traçabilité. Et si une adoption massive devait s'opérer et que de nombreuses institutions, de nombreuses entreprises utilisent ce réseau pour la traçabilité, effectivement, il va falloir une scalabilité tellement énorme que un protocole tel qu'un proof of work ou un proof of stake ne pourrait pas fonctionner. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi ce mode de consensus. Ici, je suis sur le site de VeChain et le white paper, et je suis allé dans la partie directement use case. Donc j'ai lu un petit peu les parties précédentes, mais effectivement, j'ai pas le temps de vous présenter le projet en détail, et ils expliquent dans cette partie des use cases, donc des cas d'utilisation, les différentes choses. Ils exposent les choses en marquant par exemple problème.
donc le problème, la solution. Et moi je vais vous parler simplement, donc là il parle ici des objets qui sont contrefaits, par exemple pour les produits de luxe. Il parle plus haut de tout ce qui est nourriture et boissons, la provenance, d'où ça vient, etc. Donc on pourrait le voir grâce à un QR code, on pourrait scanner ce QR code et savoir exactement d'où vient nos aliments, voilà. Et là moi je vais vous parler d'un cas assez intéressant, sur lequel j'avais jamais pensé, qui concerne un code digital pour un passeport de voiture digitale. Donc il vous montre ici sur ce graphique toutes les entités présentes qui concernent les voitures, donc les experts qui vérifient par exemple s'il y a un accident, je sais pas, les banques pour les investissements, les entreprises de fabrication de voitures, les endroits où on répare sa voiture, les assurances, etc. Toutes ces entités ne sont pas liées les unes aux autres. Quand vous allez dans un magasin pour réparer votre voiture, vous allez voir un document qui va vous être donné, vous allez devoir le stocker, le prendre en photo, le stocker sur votre Google Drive pour vous rappeler que vous avez bien fait votre réparation tel jour au cas où si vous voulez vendre votre voiture, etc. Imaginez finalement que tout ça, ce soit simplifié, qu'en fait vous ayez une sorte de passeport digital pour votre voiture et qu'à chaque fois que vous allez faire une action, que ce soit l'assurance, la réparation, etc., eh bien tout ça ce soit inscrit sur la blockchain en fait. Ça demande un gros travail, hein. Ça veut dire que chaque entité a son logiciel propre, hein. C'est pas forcément le même logiciel pour toutes les entités, on est d'accord, mais chaque logiciel a une intégration blockchain en fait avec votre passeport de voiture. Et par exemple, vous avez une voiture, vous l'achetez d'occasion, et bien lorsque vous allez aller sur le site de la NTS pour faire votre achat de voiture, vous allez inscrire directement votre code et ça va faire une transaction sur la blockchain qui va indiquer sur votre passeport de véhicule finalement la passation du véhicule. Lorsque vous allez le réparer également, ça va indiquer sur ce passeport également ce que vous avez fait en détail de cette façon. Si vous prenez une assurance également, une transaction sera faite sur la blockchain et ça va s'inscrire dans votre passeport. Et ce passeport-là, il n'y a que vous qui pourrez le voir. C'est vous qui allez choisir les droits d'écriture et de lecture sur ce passeport. Vous voyez, il faut que ce soit vous qui soyez bien présent pour pouvoir signer la transaction et le mettre sur le passeport. Mais derrière, si vous allez dans un magasin de réparation, vous n'êtes pas obligé de leur montrer quelle assurance vous avez. Vous pouvez leur donner le droit de lire cette donnée ou pas. En fait, c'est ça tout l'intérêt. Et là, j'aime bien cet exemple parce qu'il me paraît assez concret et assez simple à expliquer. Mais finalement, c'est là tout le pouvoir de la blockchain, en tout cas dans ce secteur-là, c'est de dire qu'on peut réussir à avoir des documents qui tracent l'historique d'à peu près n'importe quoi. Imaginez ça par exemple pour un dossier médical, vous allez savoir exactement il y a 10 ans quelle opération vous avez faite, etc. Vous allez l'avoir, l'inscrire sur la blockchain, il n'y a que vous qui y avez accès, et si vous allez vous faire opérer 20 ans plus tard par exemple pour un sujet commun à ces choses qui ont eu lieu il y a 20 ans et qui sont également inscrits sur votre dossier médical, vous allez pouvoir leur donner l'autorisation de lire ces données précédentes aux chirurgiens, aux médecins pour qu'ils puissent voir votre historique. Mais si vous allez chez l'ostéo par exemple, pour tout à fait autre chose, vous n'allez pas lui donner accès à tout ça. Il va simplement voir les données que vous voulez bien lui partager. Et c'est ça vraiment la puissance de la blockchain. Et tout ça, ça passe par des transactions. Donc vous comprenez bien que pour ce projet qui est VeChain, on est quand même vachement mieux à passer sur du Proof of Authority plutôt que d'aller payer comme sur le réseau d'Ether, admettons $50 à chaque fois que vous allez inscrire quelque chose sur votre passe de voiture, hein, parce que là ça va devenir insupportable. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus scalable et beaucoup plus pratique de cette façon. Donc moi personnellement je trouve ça super cool parce qu'on a un truc qui est digital avec tout un historique et tout ça, tout en restant décentralisé, et vous en avez la possession à 100%, vous choisissez qui peut le voir ou non, donc c'est un mélange de quelque chose qui permet d'avoir une donnée disponible énorme, tout en restant sécurisé, et vous restez le propre propriétaire de vos données, voilà. C'est vraiment ça que je trouve magique. On va aller voir le prix du VeChain, 8 centimes, on va aller voir son graphique rapidement, on va faire VET USD, donc on va regarder ça sur Binance, je vais me mettre ici en hebdomadaire. Effectivement, on a un graphique assez joli finalement, où on se dit que ça peut être intéressant d'investir. On a eu une grosse chute, une grosse bougie, une grosse mèche, une reprise, un retour ici sur des niveaux assez bas sur lesquels nous sommes actuellement. Regardez, en dessous même de la zone de rechargement, on revient faire un double bottom, hein. Est-ce qu'on va casser ce niveau par le bas pour aller chercher les enfers? C'est possible, hein, on n'est jamais à l'abri de cela. Malgré tout, quand je regarde le graphique, ça me donne envie d'investir un petit billet ici sur VeChain. Et c'est ce que je vais faire avec vous sur le portefeuille fictif. Et voilà, donc j'ai fait mes deux calculs en off ici. Je dois donc j'échange donc 500 € d'Ether contre 500 € de VeChain, ce qui me permet d'acheter 6033 VeChain. Voilà, vu qu'il est pas cher, il vaut 8 centimes, effectivement ça fait beaucoup pour arriver à 500. Et je retire à nouveau 0,1474 Ether. Donc je fais moins 14,74.
Voilà, donc on va aller jeter un œil au tableau de bord, voir si ça a rien changé. Effectivement, on est sur le même gain, on est sur les mêmes choses, 2%, donc tout est ok, on a bien 436 euros, 500 dollars, voilà, les 3 fois 500 dollars. L'Ether en moins, on a toujours nos 1000 dollars qu'on garde en liquidité, hein. Si le marché était amené à chuter, on pourra réinvestir à nouveau dans des coins prometteurs. Et ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous souhaite une excellente journée, une bonne continuation, de bons investissements et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!